Eh bien, bonsoir à tous. Nous avons donc commencé les travaux d'Hercule par la fin, comme vous le savez. Nous avons commencé par voir les travaux numéro 10, 11, 12, qui nous présentaient un Hercule triomphant, un Hercule devenu un initié. Hercule, donc, qui a triomphé de Cerbère, donc de ses trois corps inférieurs, en descendant aux enfers. Hercule qui a réussi à purifier les écuries d'Augias. Et comme nous l'avons vu la fois dernière, l'œuvre civilisatrice tout à fait étonnante qu'il a faite en rapport avec les énergies poissons, on a vu comment il a civilisé tout le bassin méditerranéen simplement en affirmant fondamentalement la qualité d'amour qu'il pouvait être. Maintenant, on se pose la question, mais qu'a-t-il fait pour en arriver là ? Nous avons déjà pas mal parlé d'Hercule et nous avons vu que c'était véritablement quelqu'un qui avait mis en place un enseignement pour toutes les personnes qui cherchent à aller vers le monde de l'âme. Attention, cet enseignement n'est pas fait pour tout le monde. J'en profite pour vous redire là. Ce que nous disons ici, quelquefois des gens nous disent, mais va-t-on dire ça, toi, monsieur un tel ou un tel dans le quotidien? Mais c'est pas fait du tout pour ça. Les enseignements d'Hercule sont faits essentiellement pour des gens qui ont déjà un peu ce sens de l'âme, ce sens intérieur, même s'ils ne savent pas très très bien de quoi il s'agit. Ce n'est pas fait du tout pour des gens qui sont en construction de personnalité, encore moins pour des gens qui seraient en conscience de dépendance. Quel que soit l'enseignement, c'est toujours vrai, mais seulement pendant un temps et pour certaines personnes à un certain niveau de conscience. Aucun enseignement n'est valable pour tout le monde et de tout temps. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il existe tellement de choses et tellement d'enseignements, parce que chacun trouve chaussure à son pied. Chacun, en progressant, peut passer d'un enseignement à un autre, et c'est ce qui permet d'avancer. Je le dis parce qu'on peut parfois dire que c'est un peu dur, un peu difficile quand même. On dit, ah, dis donc, il faut se mettre à appliquer ça quand même, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ça nous demande effectivement des efforts et c'est simplement entendable par les personnes qui ont envie de dépasser leur personnalité, envie de dépasser le moi et qui ont envie de se dire, bon, il y a quelque chose d'autre véritablement à trouver. En ce qui concerne donc ces travaux d'Hercule, nous allons voir 9 marches. De maintenant, Bélier jusqu'au Sagittaire, donc à la fin, au mois de décembre, nous allons trouver 9 travaux qui sont les 9 marches par lesquelles on voit comment un disciple progresse, comment quelqu'un qui avance dans le monde de l'âme, tout ce qu'il doit mettre en œuvre. On pourrait être surpris en disant, mais il n'y a que 9 marches, il n'y a que 9 étapes. En fait, ce sont vraiment 9 démarches qui sont à développer sur du très très long terme. C'est sûr que nous allons voir chaque marche, chaque étape simplement sur un mois, en correspondance avec le signe astrologique du mois. Bon, mais c'est bien évident qu'en réalité, chaque travail proposé se travaille sur des vies. Et ne pas croire non plus que finalement, il faille réussir tout ce que met en place le premier travail pendant, je ne sais pas, 3-4 vies, avant de passer au deuxième, et avant de passer au troisième. Non, c'est une spirale. Ce qui se passe en réalité, c'est que nous avons tous à développer quelque peu ces 9 travaux, ces 9 étapes. Ça nous fait travailler quelque chose d'intéressant. Et puis, l'année d'après, on les retravaille peut-être à un autre niveau de la spirale, etc. etc. C'est vraiment intéressant de voir ces 9 étapes qui nous sont proposées et qui sont autant de défis pour pouvoir progresser. On va donc voir un Hercule qui démarre, un premier travail. C'est vraiment quelqu'un qui a déjà fait un gros boulot sur lui-même. Il a vraiment développé sa personnalité. Il est vraiment autonome, en conscience, en indépendance. Il est véritablement quelqu'un aussi qui sent le monde de l'âme. Il a véritablement envie de progresser. Il n'est pas à convaincre de ce que ça existe. Il le sait et il sait à quoi il s'engage. D'ailleurs, très symboliquement, on dit qu'avant de commencer les travaux, il a tué tous ses anciens instructeurs. Qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise évidemment pas la mort physique, ça veut dire simplement que mentalement, il s'est libéré des anciens enseignements. Il est devenu libre mentalement. Il n'est pas sous influence. Ce n'est pas quelqu'un qui va simplement répéter et radoter ce que ses instructeurs ou ses professeurs lui ont dit. C'est quelqu'un qui s'est servi de ses enseignements et puis maintenant il pense par lui-même. Et donc symboliquement, on dit qu'il a tué ses anciens instructeurs. De la même manière, on dit qu'il a tué sa femme et ses enfants. Là aussi, symbole. Ça veut dire tout simplement que les attachements affectifs qui pourraient être les siens et qui pourraient l'empêcher peut-être d'aller ailleurs, là aussi il les a réglés. Il a tué personne en réalité. Ça veut dire que tout simplement en lui, il peut dépasser le côté attachement, le côté lien, vous voyez, très fort qui pourrait l'unir, en vivant quelque chose donc d'une relation d'amour plus juste. Et puis enfin on dit que tout simplement il a tué un lion. Le symbole, on le retrouvera donc au moment du signe du lion cet été. C'est le signe donc du moi, de l'indépendance, et ça veut dire qu'il commence par prouver qu'il est véritablement en autonomie, prêt à faire ses choix et à se diriger vers ce processus donc d'évolution. Dans ce premier travail,
la première chose qui nous est proposée, parce que c'est pas simplement Hercule, c'est évidemment à chacun d'entre nous, c'est toujours intéressant de dire la première chose à laquelle on est confronté dès qu'on veut faire un travail d'évolution, c'est qu'est-ce que tu choisis fondamentalement, la guerre ou la paix? Ça peut surprendre, on a dit comme ça, parce que tout le monde va dire, c'est évident qu'on choisit tous la paix. Oui, 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 ça a théoriquement pas de problème. Mais intérieurement, fondamentalement, nos attitudes, on choisit la guerre ou la paix? Posé autrement, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on cherche par là? On cherche tous à évoluer, mais oui, mais qu'est-ce qu'on cherche par là? Est-ce qu'on va chercher véritablement à construire? Oui, on cherche à construire. Pas à détruire. Bah non, non, surtout pas à détruire. Alors pourquoi est-ce qu'on détruit autant? Donc comment ça se passe? Quel est le pouvoir de l'être humain? On a vu combien Hercule, dans les 3 derniers travaux qu'il a fait, eh bien, est étonnamment constructeur, à quel point il fait bouger les choses. Mais quelquefois aussi, il sait détruire ce qui n'a plus lieu d'être. Et donc comment est-ce que nous envisageons ce pouvoir de construction, de destruction? À quoi est-ce qu'on se prépare véritablement? Souvent on se dit, bah, on est tous là pour faire évoluer le monde. Oui, mais est-ce qu'on en a vraiment les moyens? Est-ce que nous-mêmes, on a fait déjà les travaux préparatoires par rapport à cela? Donc, premier travail, s'interroger sur ce que représente le monde de la paix, le monde de la guerre, le monde de la destruction ou le monde de la construction. Qu'est-ce que nous dit ce travail d'Hercule? On présente à Hercule l'histoire des chevaux de Diomède. Diomède, c'est un fils de Mars, Mars le dieu de la guerre, donc Diomède est aussi donc quelqu'un qui fait la guerre. Et pour faire la guerre sur ces terres et autour, il élève des chevaux énormes, des chevaux féroces, des chevaux guerriers qui n'ont peur de strictement rien du tout. Et donc tellement forts qu'ils peuvent piétiner des armées entières, donc foncer dans le tas comme ça ne risque rien. Seulement, l'ennui, c'est que ces chevaux, ils ne sont pas dans des enclos, où ils se promènent un peu comme ça, comme font habituellement les chevaux sauvages. Et donc, ils dévastent partout le pays. Partout où ils rencontrent des cultures, bon, bah, ils n'hésitent pas à dévaler et à dévaster tout. Si jamais il y a des paysans qui sont là ou des gens, bah, ils n'hésitent évidemment pas à les foncer dessus, à les piétiner. Et on dit même que tous ces chevaux sont mangeurs d'hommes. Bon, alors peut-être qu'on exagère un peu, peut-être que simplement ce sont des chevaux qui mordent les gens, mais qui les mordent tellement qu'ils les déchiquettent. De là, ce qu'ils les avalent, peut-être pas, mais en tout cas, ils les mettent en pièces, littéralement. Et donc, ils dévastent tellement le pays que c'est une catastrophe. Alors on dit, mais Diomède, que fait-il? Bah Diomède, après tout, il s'en fiche un petit peu. Il trouve que c'est bien, ça entretient un peu le caractère impétueux de ses chevaux. Et quand il en a besoin pour la guerre, bon, bah, il arrive à en maîtriser quelques-uns. Hercule, veux-tu aller mettre fin à cette histoire? Hercule est vraiment, au premier travail, tout à fait enthousiaste, impétueux aussi, et comme vous allez le voir, assez orgueilleux. Il est tellement sûr de lui, tellement sûr de sa force, que quand on lui dit le premier travail consiste à attraper un troupeau de chevaux, il dit c'est tout? Bon, bah, il se dit c'est normal, c'est le premier travail, c'est pour mettre en train un petit peu comme ça, ils y vont doucement. On dit attention, c'est des chevaux très dangereux, c'est des chevaux mangeurs d'hommes, dit-on. Oui, lui avec sa force, il y va carrément, et il ne doute de rien. Et il appelle avec lui son ami Abdéris qui le suivait partout. Il dit bon bah tiens, tu vas me donner un coup de main, on va être deux, on va vite attraper ces chevaux, puis ça va être fini. Et effectivement, bah, le troupeau de chevaux, bah, il aperçoit, il voit que c'est pas si facile que ça finalement d'entrer en contact, parce que quand il voit des gens, bon bah ils peuvent fuir, ils n'attaquent pas systématiquement, mais ils ont une bonne astuce, ils réussissent à repérer des endroits où les chevaux peuvent être coincés par des rochers, ils finissent par les acculer, et Hercule, avec sa force, va les mater, va les attacher, va mettre des longes, les attacher les uns entre eux, et puis voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à les emmener, c'est fait. C'est tellement facile. Hercule dit non mais à la limite, enfin, je vais pas le dire, hein, mais c'est indigne de moi. Me faire attraper un troupeau de canassons, quand même, franchement. Et donc il y a son copain Abdiris, bon bah écoute, tu les emmènes, hein, moi je vais à l'avant, je vais courir un petit peu devant, dire bon bah c'est fait, vous n'avez pas autre chose à réaliser. Et c'est ce qu'il fait. Plein d'orgueil, comme ça, il va de l'avant. Et pendant ce temps-là, il y a le pauvre Abdiris qui peine à amener les chevaux, qui résiste un peu. Mais à un moment donné, les chevaux, ils réalisent que Abdiris n'est pas du tout de la trempe d'Hercule. Il se précipite sur Abdiris, il le piétine, il le déchiquette et hop, il est mort. Naturellement, ils ont vite fait, avec leurs dents puissantes, de ronger leur longe, et puis c'est terminé, ils se détachent, vouf, et à nouveau, ils s'égayent. Et voilà comment se termine d'une manière dramatique le premier travail d'Hercule. Lui qui pensait que ce n'était tout à fait qu'une formalité, qu'il était déjà parti de l'avant, quand il s'aperçoit du désastre, de son erreur, de sa prétention, qu'il faut qu'il recommence tout le travail, mais n'empêche que son copain, il l'a payé. Là, il est vraiment dans un sale état.
Et ce travail qui commençait dans la bonne humeur, dans la joie et la facilité, là d'un seul coup, c'est une leçon qui lui tombe dessus. Non, non, ce ne sera pas aussi facile. Parce que ce qui t'est demandé dans ces travaux, ce n'est pas du tout d'utiliser ta force physique, ta force de personnalité. Les travaux sont un apprentissage pour apprendre à utiliser le pouvoir de l'âme, pas le pouvoir de la personnalité. Le pouvoir de la personnalité, Hercule, tu sais très bien le faire. Tu as fait déjà tes preuves avant. C'est pas ça qu'on te demande. Il va donc falloir réussir à mettre en place ces travaux d'une manière tout à fait différente. Alors, il recommence le travail. À nouveau, il va attraper les chevaux. Et cette fois-ci, il les attache. Et cette fois-ci, il y va en toute humilité. Et il se rend compte voilà, de la difficulté. Et c'est lui qui va les amener dans un endroit où ils seront éduqués. Parce que ces chevaux, il n'y a plus de raison de les mettre à mort. Ces chevaux, il faut simplement les domestiquer, il faut les rompre. Ces chevaux, il faut les habituer à porter des choses, à faire des travaux, etc. Donc il faut vraiment leur donner une éducation, simplement ça. Mais Diomède, apprenant que Hercule est en train de lui piquer tous ses chevaux, etc., qui s'en vont, il n'est pas du tout content. Et donc il se précipite. Il va absolument retenir ses chevaux. Non, mais c'est à moi, etc. Mais le pauvre Diomède, il n'est pas non plus de taille. Et les chevaux, eh ben, ils piétinent Diomède et puis ils le déchiquettent. Et Diomède est mort de ses propres chevaux. Bon, et ben Hercule continue son chemin et va effectivement donc apporter les chevaux là où ils vont pouvoir être dressés pour pouvoir servir les humains et non plus les tuer. Voilà le premier travail d'Hercule. D'abord, comme nous l'avons vu dans les travaux précédents, il faut bien comprendre que nous sommes systématiquement tous les personnages. Nous sommes donc les chevaux, nous sommes donc Diomède, nous sommes Abdéris, nous sommes Hercule. Donc à chaque fois, ce sont des parties de nous. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les agencements se font entre ces différentes parties. Commençons par les chevaux. Pourquoi un troupeau de chevaux? On peut commencer par une phrase qu'on entend souvent, surtout par les amateurs de chevaux, qui disent le cheval est la plus belle conquête de l'homme. Et depuis la plus haute antiquité, on ne sait même pas tellement quand est-ce que ça a commencé, tellement ça remonte loin, eh bien, le cheval a accompagné l'homme et c'est la plus belle conquête de l'homme. C'est vraiment le plus beau compagnon de l'homme. Effectivement, on peut même dire, et aller beaucoup plus loin, en disant que le destin de l'homme et du cheval sont absolument inséparables, et que dans beaucoup de civilisations, plein de choses n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas eu le cheval. En fait, le cheval a été un instrument de progrès absolument fantastique. Jusqu'à ce qu'il y ait le cheval vapeur, le cheval a été véritablement le meilleur compagnon de l'homme. L'accompagnant dans ses migrations, même dans ses invasions, les invasions mongoles, les invasions barbares, accompagnant toutes les armées pour porter des choses, pour le transport, pour les diligences. Bref, qu'on regarde toute l'histoire des siècles précédents, c'est finalement tout un progrès dû aux chevaux. Donc c'est véritablement un accompagnement homme-cheval auquel nous avons affaire. Il y a autre chose qui touche plus près de l'humain, et pour lequel nous pourrions faire exactement les mêmes déclarations. C'est le monde du mental. C'est le monde de la pensée. On pourrait dire le mental est la plus belle conquête de l'homme. Le monde de la pensée est la plus belle conquête de l'homme. Effectivement, c'est véritablement le monde mental et le monde de la pensée qui va complètement différencier l'animal de l'humain. La différence se fait à travers ça. Le mental et le monde de la pensée n'étant pas simplement le monde de l'intelligence. Les animaux ont l'intelligence, même d'une certaine manière les plantes et les minéraux. Mais vraiment, les humains ont ce monde de la pensée, cette capacité d'organiser une réflexion, de répondre à des questions, quelquefois plus ou moins abstraites. C'est vraiment la plus belle conquête de l'humain, c'est le mental, c'est la pensée. Et le deuxième assertion que je vous disais à propos du cheval, l'accompagnement au niveau du progrès, c'est une évidence. Le progrès du mental, le progrès de la pensée, c'est ce qui a le plus accompagné tous les progrès de l'humanité. Il n'y a qu'à voir combien l'humanité a progressé depuis que le mental est devenu quelque chose d'assez universel, depuis 2 siècles à peu près, où on va tous à l'école, ou en tout cas on apprend tous à lire et à écrire, et que le mental s'est développé pour tout le monde, à quel point notre civilisation s'est développée, et pas simplement d'une manière scientifique, technologique, mais aussi philosophique, d'un point de vue moral. Donc toutes les réflexions, toutes les pensées ont pu se développer, et un progrès de civilisation est évident grâce au développement du mental. Mais naturellement, c'est à double tranchant, parce que ça s'est développé encore d'une manière constructrice, mais aussi d'une manière destructrice. Autre comparaison qu'on pourrait donc faire, c'est que le cheval comme le mental, ce sont des coursiers. Et le cheval peut être aussi bien à la disposition d'un brigand que du policier qui le poursuit. Ça peut être aussi bien à la disposition d'un guerrier que d'un quintoubib qui va soigner quelqu'un. Bref, le cheval, il est neutre. C'est simplement un gigantesque pouvoir qui donne de plus en plus de portée à celui qui le monte.
Le mental, c'est exactement la même chose. Nous l'avons vu très 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 souvent, le mental, ça n'est qu'un sens, c'est le sixième sens, comme n'importe quel autre sens. Et le mental, il ne fait que mettre en pensée, mettre en mots et mettre en pouvoir ce sur quoi il est branché. Tant que le mental est branché avec son antenne sur le plan émotionnel, sur le plan physique, etc., le mental, il va être porteur de pensées complètement émotionnelles, qui peuvent être aussi bien spirituelles, une dévotion, ou bien tout simplement une émotion par rapport à quelqu'un, ou ça peut être des pensées les plus basses ou les plus instinctives. Mais si ce mental, son antenne est branchée plus sur le cœur ou plus sur l'âme, là, il va être porteur de tout à fait d'autres qualités. Voilà pourquoi le mental, on pourrait dire que lui aussi, il est neutre. Tout dépend sur quoi nous décidons de brancher son antenne. Sur le bas ou sur le haut. Comme le cheval. Qui y transporte? Ce sont donc deux coursiers. Et c'est là où on voit à quel point l'histoire du cheval et le monde de la pensée, depuis très très longtemps, sont reliés. Il y a toujours eu des sages qui ont compris ça, qui ont su ça, même si l'humanité dans son ensemble ne connaissait pas cela, il y a toujours eu des gens qui le savaient et qui ont fait le rapport entre les deux. Le mental, c'est ce qui est véritablement extraordinairement puissant. C'est vraiment le seul aspect véritablement et fondamentalement créateur de l'être humain. Mais qui va chevaucher le mental? Qui en vous? Quel aspect? Qu'est-ce que vous décidez? Il va être créateur ou destructeur de quoi? Et on va voir comment, dans le 9e signe, en Sagittaire, c'est là qu'on retrouvera cette histoire. Et c'est très intéressant de voir que finalement, c'est quelque chose qui est en filigrane pendant tout le temps. Les 9 marches, on va retrouver cette histoire plus ou moins déterminée, mais cette histoire de mental à savoir utiliser. C'est comme si on démarrait au bélier en nous disant, là, ce sont des chevaux sauvages. Là, ça part dans tous les sens. C'est exactement comme un mental débutant, un mental qui ne sait pas se concentrer, un mental qui part dans tous les sens, les pensées instinctives, ça jaillit de partout. Et puis à la fin, on verra, c'est non plus les chevaux sauvages, mais le cheval blanc, monté par son cavalier en Sagittaire, voire même Pégase, le cheval ailé, donc la pensée complètement au service de l'abstrait. On voit donc comme finalement, comme le cheval, comme le mental, ça s'éduque. C'est intéressant de voir que du coup, dans toutes les mythologies, il y a énormément de progression. Par exemple, on a inventé, pour symboliser justement cette unité cheval-homme du point de vue de la pensée, on a inventé le centaure. Le centaure, c'est tout simplement un être mi-cheval par l'arrière et mi-humain devant. Et là, ça montre justement tous les bas instincts. À chaque fois qu'on est complètement pris par ce monde instinctif, on est dans le centaure. Il y aura après le cheval noir, et puis il y aura le cheval blanc. On dit que dans certaines représentations, le Christ est représenté sur un cheval blanc. Même chose pour Bouddha. Les musulmans attendent le retour de Mahomet aussi sur un cheval blanc. Ça montre à quel point, à un moment donné, le sage, il chevauche vraiment le cheval blanc, c'est-à-dire le monde de la pensée totalement illuminé. Intéressant aussi la relation entre cheval et cavalier. Parce que c'est une histoire à double détente. Le premier niveau, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans le travail d'Hercule. On demande, et on nous demande à nous tous, d'apprendre en tant qu'être humain, en tant que personnalité, à maîtriser quelque peu nos chevaux fous. À dire, mais vous avez vu un peu vos pensées, ça part dans tous les sens, des pensées désirs, des pensées d'impulsion, des pensées instinctives. Un jour vous avez envie de ça, un jour vous avez besoin d'autre. Voilà, on dit, mais on se calme et on essaie de maîtriser un petit peu tout ça pour aller dans une certaine direction constructrice et non pas comme ça n'importe quoi. Ça veut dire que nous, en tant que personnalité, dans cet exemple, nous sommes le cavalier devant maîtriser les chevaux fous. Et une fois que c'est fait, on va changer de niveau. On va dire au cavalier que nous sommes, c'est-à-dire la personnalité que nous sommes, maintenant que tu as maîtrisé quelque peu les chevaux sauvages, c'est toi qui vas devenir le cheval. C'est toi qui vas devenir le coursier. Mais quel est le cavalier? L'âme. Donc d'un seul coup, tu vas avoir affaire à quelque chose qui est supérieur. C'est toi qui vas devenir le coursier de l'âme. C'est toi qui dois devenir le cheval de l'âme et mener finalement dans tout ce que cherche l'âme à faire sur Terre. C'est toi qui vas devoir s'en charger et amplifier ce processus. Intéressant de voir cette comparaison entre celui qui dirige, le coursier, celui qui amplifie, et comment on peut le voir sur différents niveaux. Et on retrouve ça dans énormément de mythologies à tous les niveaux et sur tous les continents de la Terre. Pour continuer notre explication du mythe, il est intéressant de se demander pourquoi est-ce que ces chevaux sont mangeurs d'hommes. On comprend bien l'histoire des chevaux sauvages qu'il faut maîtriser, etc. Bon, mais de là à être mangeurs d'hommes, est-ce que c'est pas un peu exagéré? On va voir que non, ça n'est pas du tout exagéré. Pourquoi? Tout simplement parce que les chevaux, donc notre monde mental, nos pensées, ont un impact absolument extraordinaire.
Il faut bien se rendre compte combien c'est l'aspect le plus créateur et le plus destructeur de l'humain. Et qu'on s'en rend encore peu compte parce que le mental, il est encore développé depuis très peu de temps. Oh, il y a toujours eu des gens remarquables depuis la plus haute antiquité qui avaient développé le mental, mais dans la masse des humains que nous sommes, c'est quelque chose qui est surgi de plus en plus. Le pouvoir de la concentration et de réaliser le pouvoir du mental, et qu'on peut tout faire à partir de là. Et donc on va voir combien c'est à la fois constructeur et destructeur. Mais là, dans le travail qui est demandé, on nous dit, mais réalisez d'abord, avant de pouvoir construire, combien il est destructeur. Le mental peut être destructeur des autres. Nos formes pensées peuvent véritablement atteindre les autres et faire du mal, détruire, abîmer, rendre malade. Et puis dans un deuxième temps, on va voir combien surtout ces formes pensées nous détruisent, nous rendent malades, peuvent nous manger nous-mêmes. On pourrait encore une fois se poser la question, est-ce que tu n'exagères pas le pouvoir mental? Et encore une fois, non. Même si encore certains scientifiques pensent que la pensée c'est quelque chose qui c'est juste des échanges chimiques à l'intérieur du cerveau, s'il y en a d'autres qui pensent que c'est juste des phénomènes électriques, non. La pensée c'est véritablement quelque chose qui n'est pas évanescent. C'est quelque chose qui émane une matière. La matière mentale, même si on ne l'a pas encore mise en évidence, c'est une véritable matière d'énergie. Et qu'on peut diriger cette matière-là. Cette matière, donc la pensée, c'est tout sauf anodin. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant, qui intervient aussi bien en physique quantique. On sait très bien que l'observateur, à partir de son mental, eh bien, il peut influencer toute observation. On sait également qu'au niveau de l'effet placebo, on sait que ça marche très très fort. Et donc on a véritablement une matière mentale et on peut apprendre à la diriger. Quelquefois, on pense que parfois les paroles peuvent être destructrices. Dire du mal des autres, bon, c'est très mal. Mais si je ne le dis pas, si je fais que le penser, on est encore persuadé, même si on a déjà lu que les pensées sont importantes, qu'effectivement, la pensée, c'est presque comme quelque chose qui est trop évanescent pour en tenir compte. Il faut se rendre compte, et on va essayer de voir ça en détail, combien c'est quelque chose qui est extraordinairement puissant. L'énergie suit la pensée, c'est impressionnant. Plus on a une pensée claire, plus on a une pensée concentrée, la puissance de l'énergie qu'on peut arriver à concentrer quelque part, c'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant et qu'il faut prendre en compte. Alors voyons en détail ces cavales mangeuses d'hommes, ces chevaux qui détruisent les humains, les autres et nous-mêmes. Commençons par les autres. On sait très bien que la calomnie, la médisance, la critique, bon, ça ne va pas du tout. On sait très bien que ça détruit des choses et qu'il faut mieux s'arrêter. Donc, quelquefois, quand on se surveille, dès qu'on commence à vouloir dire du mal de quelqu'un, mais la pensée continue. Or, il faut se rendre compte que du point de vue de la pensée, c'est aussi négatif, que ça peut atteindre quelqu'un très facilement. Ça, on le sait. Ce qu'on sait moins généralement, c'est qu'on ne connaît pas forcément l'effet boomerang de la pensée. En effet, faire une forme pensée qui atteint quelqu'un et qui se déverse sur la personne, c'est un savoir-faire qu'il faut mieux pas trop enseigner en ce moment parce qu'on serait capable de s'en servir. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Donc nous, pour l'instant, nous sommes des apprentis. Qu'est-ce qu'on fait quand, par exemple, on en veut fortement à quelqu'un? On pense à la personne en même temps qu'on est en colère, et forcément, du coup, la forme pensée va trouver cette personne. Pour que votre forme pensée énergétique se déverse sur la personne et lui soit nocive, il faut que la personne en question ait un échantillon de ce que vous lui envoyez. Si vous lui envoyez de la haine, il faut qu'elle ait un petit peu de haine. Si vous lui envoyez de la colère, il faut qu'elle soit un petit peu en colère. Si elle a effectivement un échantillon au même moment, effectivement, à ce moment-là, elle va prendre sur elle. Mais pas forcément y rester. Par contre, si elle n'a pas du tout d'échantillon sur le moment, la forme pensée rentre dans son aura, ou même si elle y a pénétré un petit peu pour s'y déverser, elle va de toute façon repartir dès que la personne change, et vous revenir immédiatement à vous. Faites attention, les malédictions retournent aussi sûrement à leur auteur que les poules à leur perchoir. Et ça, on le sait peu. Donc, on envoie quelquefois des formes pensées comme ça, on ne se rend pas compte. Ce qui est valable aussi pour les formes pensées d'amour. On ne se rend pas compte combien, quelquefois, on envoie des formes pensées d'amour aux gens, mais on ne sait pas le faire. Et souvent, il suffit que la personne n'ait pas à ce moment-là un échantillon, et la forme pensée nous revient. Bon, là, c'est pas trop destructeur, là, c'est sympa, mais ça ne sert à rien par rapport à la personne. On ne sait pas le faire. Donc, il faut se méfier de cet effet boomerang. Si bien que même quand on pense du mal des autres, il faut se rendre compte que 999 fois sur 1000, ça finit sur nous. À tel point, quand on réalise ça, que même par pur égoïsme, on arrête
d'envoyer des formes pensées négatives aux autres, sachant que de toute façon, ça nous revient. Et que ça se déverse sur nous avec une double force, parce que ça s'est enrichi de puissance dans l'aura de la personne sur laquelle on l'a envoyé. Les personnes qui ont l'habitude comme ça d'envoyer des formes pensées négatives, de la colère et de la critique sans arrêt, s'étonnent quelquefois d'avoir une très mauvaise santé, ou s'étonnent quelquefois d'avoir des problèmes à tel ou tel endroit. Ils ne se rendent pas compte que ce sont eux qui s'empoisonnent eux-mêmes la santé. Parce qu'à force de se faire déverser sur eux-mêmes leur propre production de saleté, on ne peut pas dire que ça les arrange dans la vie. Donc il y a véritablement de quoi en tomber malade psychologiquement ou physiquement, voire les deux. Il y a vraiment un effet boomerang. Et c'est ce qui arrive à ce pauvre Diomède. Diomède, il a élevé des chevaux de guerre pendant longtemps pour que ça lui serve. Et oui, et il croyait qu'il n'y a pas de problème. Les chevaux le connaissaient, qu'ils n'allaient pas du tout se déverser sur eux. Tiens, Tintin, quand il y va, les chevaux, ils ne reconnaissent pas, ils ne savent pas. Et donc, Diomède ou pas Diomède, plof, il le piétine et il le tue. Effet boomerang de toutes nos pensées négatives. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais moi, là, c'est quand on envoie vraiment des formes de pensée un peu dures, comme ça. Non, mais moi, c'est pas le cas. Enfin, c'est des petites critiques. Oh, ben, il m'embête. Ah, mais rien. Je n'ai pas beaucoup de charges. C'est pas très grave, quand même. Non, mais ça te revient quand même. Oui, bon, bah, ça me revient. Et alors? Eh ben, tu te rends pas compte de ce que ça va produire. Ça va devenir quelque chose qui va devenir obsessionnel. Ça veut dire que tu envoies une critique. Elle te revient. C'est une charge électrique. Cette charge électrique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déverse sur toi. Ça ne va pas nuire à ta santé. Par contre, c'est quelque chose qui va t'inciter à recritiquer. Tu ne ferais pas une deuxième petite critique? Si, justement, ça ne manque pas. Je fais une deuxième critique. Ça me revient. Deux, tu ne ferais pas une petite critique? Si, 3, 4, 5. À la force, c'est vraiment quelque chose qui m'habite complètement. C'est comme si je suis en train de constituer quelque chose, une espèce de nuage, une forme pensée critique, et qui fait que progressivement, je deviens critique alors que je ne l'étais pas. Regardez vous-même dans votre vie, est-ce que ça vous est arrivé de dire, tiens, mais depuis quelques années, je remarque que je suis souvent comme ceci ou comme cela, ou que j'ai tel défaut, alors que je ne l'étais pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé par une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois. Et plus ça va, plus ça le fait. Et plus ça le fait, plus vous créez justement cette espèce de chapeau d'énergie qui vous oblige à retourner là-dedans. On va détailler ce processus d'obsession. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental et qui montre combien, de temps en temps, effectivement, les formes pensées, elles mangent les autres, elles détruisent les autres, elles sont capables de faire du mal aux autres, mais que la plupart du temps, c'est nous qu'elles mangent. Comme Diomède. Alors vous voyez, mais c'est la seule issue pour ces formes pensées? Elles nous reviennent systématiquement? Ah non, il y a d'autres issues. Quelquefois, quand on est capable justement de pouvoir envoyer des formes pensées, vraiment les éjecter complètement de son aura, toutes seules, elles n'ont pas suffisamment de force, elles n'ont pas d'autonomie pour pouvoir faire quelque chose. Surtout si par exemple j'envoie des ras-le-bol. J'en ai marre de l'humanité, de tous ces imbéciles, ça suffit, comme ça. Donc c'est pas spécifiquement envoyer quelqu'un, vous voyez, c'est envoyer à la cantonade. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces formes pensées? Elles vont se regrouper. C'est ce qu'on appelle des égrégores. Elles vont se regrouper par similitude d'énergie. Et donc d'une certaine manière, ce sont des regroupements qui peuvent être importants. Au-dessus d'une ville, au-dessus d'un quartier, dans le monde, au-dessus d'un pays. Et ces égrégores, ils sont nourris par quoi? Par toutes les formes pensées négatives que les gens réussissent à envoyer hors de leur aura et qui nourrissent les guerres, les conflits, les meurtres. C'est comme ça qu'on peut imaginer que, à force d'avoir des pensées négatives au-dessus d'un quartier, au-dessus d'une ville, ça fait une telle réserve d'énergie que ça empoisonne complètement le quartier. Et si vous avez quelqu'un qui est un peu faible, parce que ça va pas du tout, lui, il a les échantillons de tout, là. Il vient d'être viré de son boulot, sa femme est partie, il n'a plus de maison. Donc, qui c'est qui va faire appel à cette forme pensée? Lui. Et toute l'énergie accumulée de centaines ou de milliers de formes pensées minuscules en tant que telles se déverse sur cette personne. Et cette personne, vous ne savez pas pourquoi, elle prend un fusil et tire dans le tas. Et il dira, je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà, j'étais habité par quelque chose d'autre, c'est comme un cauchemar, je me suis vu faire, mais c'était pas moi. Ah non, exact. Et ça se passe au niveau de nos quartiers, de nos villes, et ça se passe au niveau mondial. On fait cadeau au monde d'un certain nombre de formes pensées négatives pour que les gens puissent se battre. Naturellement, on fait la même chose du point de vue positif.
Et on peut dire que dans le monde, il se passe plein de choses d'un point de vue positif parce que nous les nourrissons aussi de cette manière-là. Mais il faut être conscient que la plupart du temps, c'est surtout avec nos pensées négatives que nous faisons cet effet-là. Donc vous voyez comment, à un niveau individuel, à un niveau global, eh bien, aussi bien nous pouvons véritablement générer des chevaux mangeurs d'hommes à des grandes échelles, même si nous sommes qu'un tout petit peu responsables par rapport à ces gigantesques conflits, mais qui se nourrissent avec notre énergie négative, ou bien tout simplement que nous-mêmes, nous nous faisons auto-manger par nos propres formes pensées. Prenons d'autres exemples. Des exemples beaucoup moins connus et qui vont pousser le bouchon un peu plus loin. C'est pour ça que là, je vous disais tout à l'heure, attention, ces enseignements ne sont pas entendables par tout le monde. Il faut déjà avoir fait un certain chemin. On sait très bien qu'effectivement, faire des formes pensées négatives, ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est qu'une pensée vraiment négative? Si on va beaucoup plus loin, et c'est ce qui va se passer dans le travail d'Hercule, on va s'apercevoir qu'une pensée négative, c'est une pensée qui ne va pas dans le sens de l'amour, qui ne va pas dans le sens de l'unité. Autrement dit, chaque fois qu'on pense à soi, c'est une forme pensée négative. Chaque fois qu'on est centré sur soi, ce sont des formes pensées négatives. Pour bien vous rendre compte de la chose, il faut que vous imaginiez combien, à chaque fois que nous pensons, c'est un peu comme si on tissait des fils qui nous relient les uns aux autres, ou bien nous tissons d'étoiles qui nous entourent, ou comme si on tissait un nuage. On établit même des casques. Et imaginez, pour vous rendre compte si c'est négatif ou positif, qu'est-ce que ça tisse? Qu'est-ce que ça crée véritablement entre les autres et nous-mêmes? Dans un processus d'amour, si on choisit véritablement la paix, si on choisit véritablement l'unité, il n'y a pas de séparation entre les gens. On est tous en unité, avec tous les règnes. Chaque fois que je vais avoir des pensées qui me mettent en avant, qui me séparent, des pensées qui finalement me créent une bulle, chaque fois que ça va établir des murs, chaque fois que ça va me mettre dans un tube, je ne suis pas du tout dans l'amour. Et pourtant, je n'ai pas du tout une seule pensée dite négative par rapport aux autres. Je pense simplement à moi. Précisons. Si vous dites par exemple, je voudrais partager avec toi le magnifique coucher de soleil que j'ai pu voir tout à l'heure, et que vous décrivez le coucher de soleil, ou si vous dites ce que vous pensez d'un livre, ou si vous dites ce que vous pensez de telle ou telle musique ou de tel ou tel film, on pourrait dire que ce sont comme des pensées personnelles. Oui, ce sont des pensées personnelles, mais cela ne pose pas problème. Parce que vous les dites pour créer des fils avec les autres, pour relationner. Vous les dites pour échanger. Votre intention fondamentale, même si ça part de vous, c'est véritablement quelque chose qui va vers les autres de manière à pouvoir échanger les choses. Mais si je prends l'exemple de la description d'un paysage, vous pouvez le décrire avec les couleurs à l'horizon, les couleurs extraordinaires que prend le ciel. Vous pouvez décrire combien toute la végétation est devenue orangée, comment le sommet des montagnes, le chant des oiseaux, ce qui se taisait progressivement au fur et à mesure que le soleil se couchait, les odeurs, le parfum qui se dégageait. Vous décrivez tout ça. Et là, vous proposez un partage avec l'autre. Maintenant, je vais le faire d'une manière centrée sur moi. J'ai vu un coucher de soleil tout à l'heure extraordinaire. Ça m'a fait un effet, mais c'est extraordinaire. J'avais jamais vu un truc comme ça. Et alors moi, tu vois, j'ai pourtant l'habitude de voir des couchers de soleil, mais alors un coucher de soleil comme ça m'a fait des choses, des vibrations partout. J'avais des poils comme ça qui se dressaient, et puis j'en avais les yeux comme ça. Alors ces couleurs, puis c'est des couleurs que j'aime. Alors c'est vraiment des couleurs, mes couleurs préférées. Alors c'est vrai, ces couleurs, moi, ça me faisait des choses comme ça. Les gens qui étaient autour de moi, ils m'avaient jamais vu dans cet état-là. Ils me disaient, oh bah toi alors, ah bah oui, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Bah non, c'est vrai que je suis très très sensible. Ah mais oui, je suis vraiment. Là, le paysage, il passe complètement à l'arrière-plan. On s'en fout. Ce qui compte, c'est moi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir combien, la plupart du temps, on donne tellement d'importance à soi-même. Moi, ma vie, finalement, c'est ce qui compte, c'est ce qui m'importe. Donc, c'est bien évident qu'on n'est pas du tout à ce moment-là dans l'amour. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est encore en conscience de masse ou en conscience individuelle, mais c'est tout à fait normal d'en être là. C'est une évidence. Et pendant très très nombreuses vies, on n'en est que là. La proposition, c'est pour les gens qui cherchent à aller du côté de la paix, du côté de l'amour, de l'unité. Et dire, attention, même là, quand on ne parle que de soi et de ce qui nous arrive, quand on est au centre de nos pensées, il faut se rendre compte qu'on est négatif, puisqu'on ne sert pas l'unité, puisqu'on se met à part.
Ce qui nous intéresse, c'est toutes les situations. Oui, un peu comme dans les anciennes bandes dessinées, vous savez, on voyait Bécassine à la mer, Bécassine à la montagne, Bécassine plante des choses, etc. Ben maintenant, nous c'est ça aussi, vous voyez, avec un petit selfie par là, Bécassine à la mer, etc., Bécassine à la plage, voilà, c'est toujours moi. Moi, ma vie, c'est ça qui m'intéresse, et certainement ça va passionner les gens, donc j'en fais profiter tout le monde. C'est le monde du moi-je. Et à un moment donné, il faut se rendre compte que je dis du mal de personne, mais c'est fondamentalement négatif. C'est-à-dire que c'est pas dans la construction de l'amour, c'est dans le séparatisme. Et j'en arrive tellement à être important que du coup, je parle énormément de moi autour de moi. On va dire, mais quel mal il y a ça? Ben, imaginez ce que ça fait au niveau énergétique. Si je partage quelque chose, si je partage un paysage, je partage des opinions sur un film, ça crée des contacts avec l'autre. Si je parle de moi, c'est comme si oui, les énergies tournent autour de moi, je suis le centre. C'est comme si je crée un tube. Et véritablement, si on pouvait faire un film là-dessus, je crée un tube et je suis au centre du tube. Alors une fois, bon, c'est pas grave, c'est pas important, d'un seul coup, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu envie de parler de moi, bon, oui, mais même principe qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la critique, une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, et là, je suis continuellement au centre d'un tube et c'est pas facile du tout de le détruire. Et même si je voulais arrêter, c'est pas évident parce que j'ai l'habitude de ne considérer que moi. Je suis le centre de mon monde. Et c'est pas du tout évident de briser ce qu'on a construit. Il faut souvent quelquefois des années d'efforts pour arriver à passer à autre chose. La pensée égoïste, la pensée centrée sur soi est véritablement quelque chose qui a une très très grande importance. Je vous citais la fois dernière la parole de Krishnamurti. Lorsque vous vous dites indien, lorsque vous vous dites français, lorsque vous vous dites suisse, lorsque vous vous dites catholique, ou lorsque vous vous dites de telle ou telle religion, ou de tel ou tel parti, vous êtes violent. Vous êtes violent parce que vous vous définissez en dehors de l'unité. Si vous voulez être dans la non-violence, alors déclarez-vous humain, déclarez-vous terrien, avec l'ensemble des règnes sur Terre. Là, ok. Là, la seule façon de penser et d'être dans la paix, c'est justement de se mettre dans cette globalité. Même si ça peut paraître très bizarre parce qu'on ne voit pas du tout la violence là. Mais il faut l'imaginer, qu'est-ce que ça crée? Et à chaque fois, ça crée des nodules, chaque fois, ça crée des bulles, chaque fois, ça sépare de plus en plus, chaque fois qu'on est justement dans l'affirmation de soi. C'est quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué et qu'on n'imagine pas du tout comme étant réellement dans la violence. Il nous arrive très souvent d'avoir des formes pensées très teintées d'émotionnel. Parce qu'on vit justement tellement des situations émotionnelles fortes que c'est quelque chose qui est très puissant en nous. Et donc, il ne s'agit pas cette fois-ci de critiques ou de choses qu'on envoie par rapport aux autres, c'est simplement par rapport à soi. Par exemple, dans mon couple, j'ai véritablement été très très déçu parce que j'ai l'impression que l'autre, il m'a trompé là. Moi qui étais confiante, je suis dans le doute. Seulement le problème, c'est qu'il m'assure que c'est fini, que c'est terminé, mais je suis toujours dans le doute. Et je m'habitue au doute. Et vous voyez le processus du tissage? Et je suis en train de devenir une personne qui doute tout le temps. Et donc, du coup, je ne vais pas simplement douter de cette personne, mais de tout le monde, des autres, de ce que je fais. Bref, finalement, le doute me prend. Et moi qui n'étais pas tellement anxieux, je deviens de temps en temps anxieux. Mais plus je deviens anxieux, plus cette forme pensée, elle m'habite, et je suis devenu quelqu'un qui est complètement anxieux. Et on s'aperçoit que finalement, c'est comme ça que nous créons notre petit univers. Nous créons notre bulle. Nous créons une espèce de casque énergétique et qui nous oblige finalement à être de certaine manière. Et c'est pour ça qu'on change. Oh, on pourrait très bien l'être autrement. On peut être de plus en plus amour, on peut être de plus en plus confiance, on peut être de plus en plus toutes les qualités qu'on peut imaginer par la même manière. Sans problème. C'est là qu'on s'aperçoit que le même processus peut être destructeur et constructeur. Mais d'une certaine manière, c'est ce que nous créons qui finalement nous habite et nous oblige. Et on le devient progressivement sans s'en apercevoir. Un peu comme l'alcoolisme. On croit qu'on peut toujours maîtriser, puis un jour on s'aperçoit que je ne peux plus arrêter. Quand est-ce que vraiment je suis devenu alcoolique? J'en sais rien. Entre la dernière fois que j'ai pu arrêter sans problème, c'était cette date-là, là je ne peux plus arrêter, c'est quelque part entre les deux. Quand est-ce que je deviens quelqu'un qui est mangé par sa propre forme pensée? On ne peut pas le dire, mais à un moment donné, je suis totalement sous influence. Je me suis complètement fait bouffer par ces formes pensées qui maintenant me minent, qui me rongent. Et il y a tellement de gens qui deviennent complètement rongés par leur propre forme pensée. Ça donne vraiment des rancœurs, ça donne vraiment des anxiétés, ça donne des dépressions. Et ce sont vraiment des gens qui sont tout simplement obsédés. On ne se rend pas compte combien finalement ce processus de forme pensée, c'est l'obsession dans toute sa splendeur.
Nous devenons tous obsédés par quelque chose que nous créons, que nous mettons en œuvre, qui peut être une qualité, qui peut être un défaut, qui peut être une peur, qui peut être une critique. Tout ce que nous créons, parce que à force, comme ces formes pensées, on ne les dégage pas, on ne sait pas les envoyer, elles s'accumulent autour de nous et elles nous obligent à devenir ainsi. Ce qui au début était une petite tendance, qui au début était un aspect qui arrivait de temps en temps, ça arrive de plus en plus souvent, et maintenant je suis comme ça, et je n'arrive pas à m'en dégager. L'obsession est quelque chose d'extrêmement difficile pour pouvoir réellement s'en dégager. Ça demande déjà de se rendre compte qu'on est obsédé par telle ou telle chose, et que ce n'est pas vraiment moi. Je ne suis pas véritablement comme ça, mais je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas m'en empêcher. Je sais que c'est stupide, mais je ne peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce qui se passe? Je suis victime réellement de l'obsession. Ça, c'est vraiment très important à voir. Alors, je ne vous dis pas tous les résultats sur la santé. À quel point ça peut miner des gens, à quel point ça peut pourrir une vie quand on est obsédé comme ça par tel ou tel point émotionnel et qu'on en a transformé vraiment en un casque qui nous habite complètement. Et puis, on peut être obsédé aussi par nos vérités, d'un point de vue beaucoup plus mental cette fois-ci. On peut voir deux aspects dans cette obsession par rapport à la vérité. D'abord, par exemple, c'est ce qu'on appelle le processus de généralisation. En l'absence de repères fondamentaux par rapport aux lois globales qui régissent l'univers, on va se fabriquer son propre corpus de lois, on va se fabriquer ses principes fondamentaux à nous-mêmes. À partir de quoi? À partir de ce qu'on connaît, à partir de ce qu'on vit. Mais comme on ne peut quand même pas rester sur « moi je vis ça, mais ça vaut que pour moi ». Moi j'ai eu cette expérience, mais ça vaut uniquement pour moi. Non, parce qu'on a besoin de lois. C'est quelque chose qui est inné dans l'être humain. On a besoin d'être dans le général. Du coup, on va avoir une certaine tendance à fabriquer un code de loi à partir de nos vécus individuels, en généralisant. Et là, c'est un vrai bonheur. En tant qu'homme, j'ai souvent été trompé par les femmes. Je peux vous le dire, les femmes, toutes les mêmes. On ne peut pas s'y fier. Vraiment. Bon, sauf ma mère et ma sœur qui sont des saintes femmes, mais sinon. Bon. Ou bien les hommes, mais tous des menteurs. Mais on se fier à un homme, mais tu rigoles. Forcément, il te trompe. C'est tous des menteurs, tous des roublards, des coyotes. Les tziganes, tous des voleurs. Bon, mais... Et puis tous les réfugiés, boulala, vous n'en voudrez pas près de chez moi, hein, parce que bon, c'est des gens, il faut se méfier de tout ça. Oui, toutes les petites phrases qu'on entend comme ça, qui sont peut-être nos craintes, qui sont des choses qui peuvent être vraies parce qu'on a vécu ça. Là, je vous l'ai dit parce que c'est vraiment un petit peu de tous les lieux communs dont on peut s'entourer constamment, mais ça peut être à des niveaux beaucoup plus subtils. Parce que justement, j'ai vécu telle expérience relationnelle, j'ai vécu ça avec telle personne, et j'en fais d'un seul coup une loi, j'en fais un cas général. Ou bien parce que j'ai vécu telle expérience dans la nature, et je me dis, c'est certainement une loi, c'est certainement un cas général. Ou bien parce qu'en méditation, il m'est arrivé cela, et donc cela, je dis, non mais forcément, tout le monde fait ça. Et du coup, je suis tellement sûr que c'est une loi que je l'enseigne. Même nous, dans notre vie de tous les jours, comment on emploie certains adverbes qui font force de loi, on généralise. Quand on s'adresse dans le couple ou avec des amis ou au boulot, il faut bien reconnaître que tu ne fais jamais rien à la maison. C'est toujours la même chose. Tu passes toute ta vie devant la télévision. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins, hein, tout le monde s'y reconnaît quelque part. Donc vous voyez comment on généralise, comme si on avait besoin de quelque chose qui se passe une fois de temps en temps, on en fait une loi pour donner une force à ce qu'on dit. Voilà, c'est toujours, c'est jamais, c'est tout le temps, c'est toute ta vie, c'est comme ça. Alors que non, c'est juste un petit peu de temps en temps, oui, je fais ça, mais ce n'est pas une loi globale. Voilà comment, vous voyez, à toutes sortes de niveaux, et je vous demande de bien observer, parce que ce mois-ci, c'est très intéressant, le travail, il commence par observer nos obsessions. Là où on se croit libre, là on croit qu'on a fait des choix en toute liberté de croire en ceci ou en cela, et qu'on enseigne ceci ou cela, s'apercevoir à quel point nous sommes formatés par nos propres obsessions, qui quelquefois remontent loin, mais on s'en aperçoit même pas. Pour nous, depuis tout ce temps, c'est une évidence que c'est ça. D'ailleurs, pour te prouver à quel point c'est ça et c'est une évidence, moi-même qui te parle, je l'ai vécu.
Oui, ça je te crois, mais c'est pas pour ça que c'est une loi globale. Et vous voyez comment finalement on arrive à partir de toutes ces petites expériences qu'on peut avoir, des plus bénignes jusqu'aux plus sophistiquées, on peut arriver finalement à avoir une espèce d'ensemble de lois. Il me dit, mais la vie est loi, je suis d'accord avec toi. Voilà, les femmes nous trompent, les hommes sont menteurs, comme ça, les Belges sont comme ça, les Français sont astucieux, les Italiens sont... Mais c'est à tous les niveaux. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet, on est bourré comme ça d'a priori, qui sont souvent quelquefois fondés sur des petites expériences ou des choses et qu'on a généralisées. La généralisation est quelque chose d'enfermant. C'est notre façon, à nous, de percevoir un petit peu des lois, mais ça ne va pas du tout. On verra, on va y revenir tout à l'heure. Le deuxième aspect, c'est lorsque on a dépassé ce processus et qu'on a véritablement fait des recherches. Quand soit qu'on est un scientifique, on est un philosophe, on est un psychologue, on est tout simplement des gens qui avons cherché dans différents bouquins ou dans différentes expériences. Et donc à partir de là, on s'est fait finalement un corpus de vérité et on est persuadé que parce que justement on le vit et qu'on est habitué à ces vérités depuis plusieurs années, que finalement c'est exact. Mais depuis combien de temps on se trimballe certaines idées sans les avoir remis en question, parce que c'est sûr, moi j'y crois très très fort, à telle religion, ou tel enseignement, ou telle chose comme ça. Non, mais ça je ne l'ai jamais remis en question. Un petit peu au début, maintenant, c'est tellement ça, oui, c'est tellement ça que j'arrive même pas à m'intéresser aux autres idées. Les autres idées me paraissent tellement futiles, tellement basses, tellement peu intéressantes, que voilà, moi j'ai trouvé ma voie. La vérité, elle est là, point barre. C'est là qu'il faut se souvenir de cette parole. Toute idée juste est de nature temporaire. Toute idée juste est de nature temporaire. Il n'y a qu'à voir l'histoire de la science pour bien le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'une idée juste devient à un moment donné une idée fausse. Non, c'est qu'une idée juste devient tout à fait relative et qu'elle est remplacée par une idée plus juste parce que plus globale. C'est une histoire en fractal. Et ainsi de suite, elle-même deviendra tout à fait relative par rapport à des vérités de plus en plus grandes. Et donc, si on faisait sienne beaucoup plus, vous voyez, cet aspect-là, on serait peut-être un petit peu moins justement dans cette obsession et on se méfierait à partir du moment où on dit, mais ça fait combien de temps que je n'ai pas changé d'idée ? Combien de personnes, depuis des années, là aussi, peuvent enseigner, tout le monde pense qu'ils sont parfaitement sains. Non, ils sont complètement obsédés. Ils n'arrivent plus à voir autre chose que leurs idées, que leur vérité, que leur système, et le reste leur apparaît tout à fait comme insipide, insignifiant, et surtout dans l'erreur la plus totale. C'est comme si, toutes ces formes pensées, fabriquaient des lunettes de couleur. Mais on n'a absolument pas conscience d'avoir ces lunettes de couleur. Et on dit, mais c'est évident que le monde est rouge. Non, mais ne me dis pas que c'est une question de regard, que je regarde là, ou là, je vois que du rouge. Alors que tu me dises que le monde est jaune, il faut vraiment être fou, quoi. Le monde ne peut pas être jaune. Ouvre les yeux, regarde, c'est évident qu'il est rouge. Alors si on vous dit, change de lunettes, tu verras qu'il est jaune, mais j'ai pas de lunettes. C'est la vérité, c'est comme ça. J'ai suffisamment étudié, j'ai suffisamment bossé, c'est comme ça, c'est la vérité pure. Et du coup, à force d'être dans ces certitudes, on fabrique une société qui a elle-même ses propres certitudes. On fabrique une société qui nous fabrique finalement des systèmes et des formes pensées qui nous mangent aussi. Non seulement nous sommes mangés par nos propres angoisses, nos propres malédictions, nos propres formes pensées, nos pensées autour de nous, mais du coup, nous sommes mangés par des formes pensées à un niveau supérieur, des formes pensées de société. Par exemple, à un moment donné, juste cet exemple-là, on a énoncé certaines lois intéressantes concernant ce qu'on appelle l'économie libérale, en nous disant c'est véritablement quelque chose de fabuleux. L'économie, c'est au service de l'humain. C'est véritablement un système qui aide à l'épanouissement de l'humain. Très bien, au départ, effectivement, pour un certain type de conscience. Parfait. Mais comme toute idée juste est de nature temporaire, à un moment donné, cette idée juste, elle n'est plus du tout au service de l'humain. Et s'il y a une image des chevaux d'Hercule qui est juste, c'est de voir comment cette économie nous mange. Elle ne nous nourrit plus, elle nous mange tous. Et maintenant, c'est nous tous qui sommes au service de l'économie et non pas l'inverse. Comment arrêter ça? Parce que tout le monde sait qu'on va dans le mur. Tout le monde sait qu'on n'a pas de contrôle sur les chevaux et qu'on ne sait pas comment ça va s'arrêter, mais que ça ne peut pas durer. Mais on ne sait pas. On ne sait pas l'arrêter. Mais pourquoi? Mais parce qu'on n'en a pas le contrôle.
Personne n'en a le contrôle. Ça échappe à tout le monde. C'est une gigantesque forme pensée, mais c'est vraiment quelque chose qui a pris une ampleur extraordinairement puissante et qui, à partir de là, échappe à tout le monde. Elle s'impose à tout le monde. Et on est tous obsédés par ça. Et du coup, on dit, bah ouais, finalement, bah, c'est comme ça, quoi. C'est la vie, ça fonctionne comme ça. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour s'en sortir? Ben, il va falloir faire une autre. La seule solution, on va le voir après, c'est comment il va falloir faire d'autres formes pensées qui s'imposent à celle-là pour pouvoir effectivement passer à autre chose. En attendant, nous sommes tous complètement pris par ça et obsédés par ça. Voilà pourquoi les chevaux sont mangeurs d'hommes. Est-ce que vous vous rendez compte l'ampleur du problème? Nous, ce qu'on voyait, c'était surtout le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire, oui, quand on fait des formes pensées négatives, c'est mangeur un petit peu des gens qu'on détruit. Oui, ça, c'est le petit aspect. Le plus gros aspect, c'est de s'apercevoir que finalement, nous nous rendons tous complètement obsessionnels. C'est que finalement, nous sommes tous obsédés par nos créations. Nous n'arrêtons pas de créer des émotions, des affects, des désirs. Nous n'arrêtons pas de créer des relations, des angoisses, des idées, des croyances. Et tout cela, ce sont un énorme casque énergétique qui est là autour de nous et qui nous empêche de voir autre chose, d'imaginer ce qui est autre chose. C'est comme un casque avec des lunettes. Et finalement, on est ça, on est devenu ça, et on n'arrive pas à échapper, parce qu'on ne voit même pas ce casque. On ne se rend même pas compte à quel point on a créé justement cette obsession. Et c'est rigolo, vous voyez, parce que quelquefois, on dit, un sujet de science-fiction, et qu'est-ce qui se passerait si des ordinateurs, des robots créés par l'homme, dépassaient l'être humain et arrivaient à se retourner contre nous? Qu'est-ce qui se passerait si nos propres créations se retournaient contre nous? C'est pas de la science-fiction, ça se passe tous les jours. Nos propres créations, nos pensées, nos réactions, nos émotions ne cessent de se retourner contre nous et nous bouffent. Voilà l'histoire du travail d'Hercule. Ce travail nous dit, vous partez pour un long voyage, vous partez pour 9 marches, et vous partez pour créer le monde. Vous voulez créer un monde d'amour, vous voulez créer un monde plus juste. Et si vous commenciez par vous? Et si vous commenciez par vous rendre compte combien vous n'êtes pas libre, combien vous êtes obsédé, combien finalement vous êtes touché par toutes sortes de croyances, toutes sortes d'idées, toutes sortes de systèmes que vous avez créés depuis 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, et qui sont là, et que vous ne remettez pas du tout en question, parce que c'est une évidence que c'est ça. Et que ceux qui ne voient pas comme vous, ils sont un peu bornés, c'est tout, mais c'est pas grave. Un jour, ils y viendront forcément. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, finalement, comment peut-on créer un monde d'amour dans un monde où nous sommes chacun dans notre cloche? On est chacun dans notre bulle. Ah, pour nous, la bulle, elle est transparente, hein? Elle est transparente, oui, peut-être, mais en fait, elle est pleine de couleurs. Et puis surtout, cette bulle, elle nous sépare des uns des autres. C'est chacun un univers. Chacun a son univers et de cet univers voit l'univers des autres. C'est pas du tout le monde d'amour. C'est un monde de violence. C'est un monde de guerre. Même s'il n'y a pas de guerre entre nous, c'est quand même quelque chose qui fait qu'on est dans la séparation. Et quand on est dans la séparation, on n'est pas dans l'amour. Voilà pourquoi le premier travail qui nous est demandé, c'est ça. Se rendre compte de ça. Ensuite, il y a la solution. Et là, pour la solution, il va y avoir 2 aspects. C'est pour ça que vous l'avez peut-être remarqué que le travail d'Hercule se déroule en 2 temps. Il y a un premier temps où le travail se réalise, et comme ça ne marche pas très très bien, il va falloir faire le travail. À la fin du travail d'Hercule, celui-ci entend dans son fort intérieur son instructeur qui lui dit « Ok, le travail a été fait, mais il a été mal fait. Apprends les leçons de cette histoire. » C'est ce qui nous est proposé. C'est pour ça qu'on nous dit, écoutez, pour débroussailler le travail, il faut déjà que vous tentiez d'y voir clair. Déjà, vous-même, en tant que personnalité, cherchez à voir comment vous vous êtes embrouillé dans toutes ces formes pensées et combien vous êtes obsédé par plein de choses. Observez-vous dans le quotidien. Regardez simplement combien vous allez envoyer comme ça une colère, une critique, ou comment vous allez parler de vous, ou comment quelquefois vous n'êtes pas bien, vous êtes tourbichonné, vous ne savez pas ce que vous avez. Rendez-vous compte que c'est quelque chose que vous avez créé de toute pièce, vous n'avez aucune raison d'être mal. Seulement ça fait tellement de jours que vous tournez un peu dans votre tête, vous avez créé votre casque et maintenant vous êtes obsédé par ça et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes mal et vous ne comprenez pas pourquoi. Observez tous ces phénomènes obsessionnels. C'est la première façon de s'en sortir. C'est déjà d'être conscient du processus. Et ça, c'est vraiment une vigilance au quotidien. À chaque moment, il se passe quelque chose de ce point de vue-là. C'est extraordinairement riche. Le deuxième aspect, c'est de dire, faisons comme Hercule. On va faire comme si le travail était facile. On va essayer d'attraper déjà les chevaux. C'est ce qu'on appelle le travail de surveillance.
C'est-à-dire se surveiller au quotidien, ça ne va pas être de résoudre le problème, puisqu'il faudra le recommencer autrement, mais c'est déjà dégager le problème. C'est réussir déjà au quotidien à dire, chaque fois que je commence à m'embarquer dans une colère, chaque fois que je vais monter sur mes grands chevaux, je me dis, oh là, stop, 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 et je m'arrête, je me calme. C'est-à-dire que je ne donne pas de l'amplitude à ce que je suis en train de faire. Je vois que je suis en train de démarrer sur une critique, on se calme. Oui, mais lui, rien du tout. Voilà. Ou à chaque fois qu'on commence à avoir des pensées négatives, on se calme. Ça, c'est une surveillance de chaque moment. Alors, bien sûr, ça ne supprimera pas la racine, ça ne supprime pas l'élan. Donc, chaque fois, on sent qu'il y a quelque chose qui part. Mais le tout, c'est de dire stop. Le premier travail qu'on a à faire, c'est de stopper l'élan de nos chevaux fougueux dès que c'est possible. Pour les empêcher de prendre le large, c'est le premier travail. Surveillance. Naturellement, cette surveillance, elle ne va pas être possible longtemps. Cette surveillance, on peut la faire quelque temps comme ça au quotidien, on se rend compte de l'amplitude de la tâche, on se rend compte combien on peut être destructeur. Mais on dit quelquefois que pour ceux qui se sont vraiment attelés à la tâche, au bout de 3 ans d'attention soutenue dans le quotidien, dans lequel on cherche véritablement à surveiller chaque fois qu'on est dans le négatif, on passe à autre chose. Mais vous savez que les chevaux sont un des rares animaux à retourner extrêmement facilement à l'état sauvage. Un cheval domestiqué peut très très facilement et alors immédiatement trouver une adaptation fabuleuse à l'état sauvage. Témoin, les fameux Mustangs d'Amérique sont des anciens chevaux domestiqués qui sont retournés à l'état sauvage. Et ils retrouvent tous leurs instincts, ils vivent en horde, etc. Vraiment tout intact. Vous avez vu comme nos pensées aussi retournent facilement à l'état sauvage? Très très facilement. Hein. Des pensées qu'on aurait cru domestiquer, qu'on aurait cru bien, etc. Ça j'ai travaillé dessus, ça non, non, il y a un bout de temps que je ne critique pas. Ah non, non, mais ça, me faire de l'anxiété, du souci comme ça, c'est fini. Non, mais parlez de moi, ça on m'y prendra plus. C'est fou comme ça peut retourner à l'état sauvage. Et là, dans ces moments, on est découragé, on dit, mais non, ça faisait 6 mois, 7 mois que je me surveillais, que ça marchait bien, puis d'un seul coup, je sais pas ce qui m'a pris, wow, c'est parti. Ben oui. C'est même ce qui a causé la mort d'Abdéris. Abdéris, le compagnon d'Hercule qui garde les chevaux, c'est celui qui symbolise justement tout le travail qui consiste à chercher à dominer les chevaux. Mais la personnalité qu'il symbolise n'est pas assez forte et les chevaux redeviennent très vite sauvages. Voilà pourquoi le travail d'Hercule se déroule en 2 temps. On dit à Hercule, c'est bien. Le premier travail consiste effectivement à pouvoir maîtriser quelque peu à la source toutes les pensées un petit peu négatives. Mais ça ne suffit pas. Comme tu viens de le voir avec la mort de ton compagnon, les pensées redeviennent sauvages très très facilement, comme les chevaux. Mais par contre, c'est bien. Il est plus facile pour l'âme qui va faire le deuxième travail d'investir un travail déjà préparé plutôt que quelque chose d'énorme. Plutôt que l'âme ait à travailler directement sur des pensées qui partent dans tous les sens, ben voilà, c'est au moins des pensées qui sont quelque peu réunies. Donc c'est une nécessité de faire ce premier travail de surveillance, mais ça ne suffit pas. Le deuxième travail est absolument indispensable. Voilà pourquoi Hercule doit refaire tout le travail. Et c'est là où finalement on va s'apercevoir que la guérison est seulement possible, et c'est pour ça qu'on l'a proposé à Hercule, le passage justement à une innocuité totale, à une inoffensivité totale, n'est possible que lorsque l'âme chevauche le mental. Tant que le mental est dirigé plus ou moins vers la personnalité, on peut le calmer. S'il est relié à l'émotionnel, ça deviendra forcément des chevaux fous. À partir du moment où c'est l'âme qui pense, ah ben là, le séparatisme est impossible. Là, la guerre est impossible. Là, on entre véritablement dans l'innocuité totale. Là, on peut dire qu'il y a véritablement une espèce de tempérance par rapport à nos jugements. Il y a une espèce de modération dans nos actes les plus fous. Il y a une suppression totale de la critique. On devient réellement inoffensif. Mais non pas inoffensif par surveillance, mais parce que on est de plus en plus dans l'amour. Si mon mental, je le mets en rapport avec l'âme. Le mot âme, mettez-y tout simplement le mot ensemble, globalité. Parce que quelquefois, on se dit, c'est comment un mental dans l'âme? Simplement, voilà, votre mental, il est tourné systématiquement vers la pensée d'ensemble, la pensée de groupe. Et que toute la journée, dans ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, vous êtes tourné en rapport avec l'ensemble. C'est une pensée d'ensemble, c'est une pensée de groupe, c'est une pensée qui tient compte de la globalité. Bah, vous ne pouvez pas critiquer. Vous critiquez qui? Vous ne pouvez pas puisque vous êtes dans l'ensemble. Donc vous ne pouvez pas vous en séparer pour critiquer cet ensemble.
Vous ne pouvez pas non plus parler de vous. Malin, vous êtes en train de penser à l'ensemble, vous êtes en train de penser à vous, en train de penser à l'ensemble. Et donc, oui, on pourrait reprendre tout ce qu'on a vu tout à l'heure. On se rend compte que finalement, à partir du moment où on a réorienté notre pensée comme ça vers ce monde de l'ensemble, bah, toutes les formes pensées égoïstes, tournées sur soi, les pensées, les critiques, etc., tout ça n'a plus lieu d'être. Comme n'ont plus lieu d'être non plus mes angoisses, mes doutes, mes rancœurs, mes haines, mes difficultés, mes anxiétés, mes dépressions. Parce que je suis dans cette joie de l'ensemble, dans cette joie du global. Quand on met sa pensée vers le haut, vers l'ensemble, on sort un peu de cette gangue, on sort de ce nuage de pollution épais. Comme si on sortait un périscope au-delà du nuage. Et on est au-dessus des nuages. Ah, et là-haut, c'est plein soleil. Et juste avant, vous étiez... Et puis vous sortez le périscope. Là, vous êtes dans le soleil, vous êtes dans la lumière. Mais il ne vous vient aucune pensée négative, aucun doute. Vous êtes dans la joie, mais c'est évident. La difficulté, c'est de maintenir ce périscope. C'est une évidence. C'est pour ça qu'on s'y entraîne tellement avec la méditation, puis qu'on essaie de s'y entraîner chaque fois qu'on peut dans le quotidien, pour obtenir justement cet état de joie, qui fait que là, il y a guérison, parce qu'on n'a plus du tout à se surveiller. C'est seulement là que ça se fait. Vous allez me dire, bon, bah, fastoche, on s'y met demain. Oui, mais pas fastoche. Parce que justement, il faut pouvoir maintenir le processus. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, l'histoire de chevaux, ça commence dans le bélier, puis ça finira en sagittaire, 9e marche. Ça veut dire que c'est vraiment dans le Sagittaire qu'on peut dire qu'on a enfin réussi définitivement à maintenir complètement notre mental dans cette pensée de groupe, dans cette pensée d'ensemble, et qu'on ne retombe plus du tout dans les aspects inférieurs. Comment est-ce qu'on peut sortir de nos généralisations ou de nos certitudes d'avoir raison? C'est là que c'est intéressant de comparer généraliser et globaliser. Deux mots qui peuvent se ressembler et qu'on confond souvent. Globaliser, c'est lorsque l'on part du monde de l'âme, quand on parle du monde des lois fondamentales, quand on parle du monde d'ensemble. Et que dans cet ensemble, on voit tout un ensemble de lois qui justement décrivent la globalité. Et comment à partir de la globalité, on peut descendre et appliquer un certain nombre de comportements qui peuvent être les nôtres et qui découlent de ces lois globales. Et puis éventuellement, comment à partir de là, nous-mêmes, quand nous voyons un certain nombre de choses, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, quand on essaie de comprendre les événements du monde actuellement, comment est-ce qu'on peut aller au-delà des apparences? Et au-delà des apparences, chercher à remonter et à globaliser, peut-être à voir que tous ces problèmes qui sont si différents, peut-être que c'en est un seul. Mais il faut rechercher le plus haut possible du point de vue de l'âme. Donc la globalité, c'est quelque chose qui émane du haut, de lois fondamentales qui peuvent descendre en application et vers lesquelles nous pouvons remonter, mais toujours au-delà des formes. Alors que comme vous l'avez vu, généraliser, c'est partir d'en bas, c'est partir de notre expérience. Et qu'à partir de là, nous essayons, en généralisant, en essayant de créer, non pas des lois globales, simplement des lois que nous pensons globales, des lois que nous imaginons qui pourraient s'appliquer à tous, mais qui ne vont jamais au-delà des apparences. Vous remarquerez aussi que bien souvent, ces processus de généralisation indiquent souvent des limites. Ces limites des petites critiques, ou ces limites un petit peu des choses qui mettent en évidence des travers. Alors que globaliser, c'est véritablement ne voir que les qualités fondamentales en tout. C'est intéressant de voir ces deux processus. Nous avons souvent la tendance à remonter à un monde qui nous paraît logique, un monde de lois, des lois que nous sommes parvenus par généralisation. Ça ne monte pas bien haut et ça reste au niveau de la personnalité, c'est quelque chose qui enferme. Alors pour pouvoir sortir de là, quand on s'en rend compte, il faut se demander, c'est quoi les lois fondamentales? C'est quoi les lois globales? C'est quoi les lois de l'ensemble? La loi d'amour est un très bon exemple. La loi d'amour, c'est évidemment quelque chose qui part d'en haut et qui peut s'appliquer à tout le monde, sous différents aspects. C'est intéressant de faire la différence entre la généralisation de bas en haut, la globalisation du haut vers le bas. C'est apprendre à passer de l'un à l'autre et à se rendre compte que quelquefois dans notre vie, même d'une manière subtile, parce que par exemple ce sont des expériences en méditation, je vais généraliser. Ça demande, vous voyez, un sacré discernement. Ça n'est pas du tout facile ce que je suis en train de vous raconter. Mais là encore, plus on est alerté, plus on peut voir la différence. Quand on se rend compte que la plupart du temps, on se contente de généraliser pour arriver à des lois. Deuxième processus, faire la différence entre le monde de la pensée et le monde des idées. On dit qu'il faut refuser de vivre dans le monde de sa pensée et accepter de vivre dans le monde des idées. Qu'est-ce que ça veut dire? Un scientifique qui comprend une loi fondamentale. Quand il comprend cette loi fondamentale, qu'est-ce que ça va décrire? Ça décrit un processus vibratoire, un processus quantique, un processus cosmique. Et ce processus,
Comment il le comprend? Certainement pas en mots. Il le comprend par un système mathématique. Donc c'est par un système d'équations qu'il va arriver à le mettre en place. Quelquefois par la géométrie. Et à partir de là, il peut essayer, pour tout public, d'énoncer cela par une pensée. La pensée, ce sont des idées qui sont mises en forme. Ce sont des idées avec lesquelles il y a du lien, quelque chose sur lequel on met des mots, sur quelque chose où on essaye aussi de créer des rapports avec d'autres idées. C'est quelque chose qui finalement peut faire partie de chacun d'entre nous, mais qui est un habillage souvent extraordinairement déformé de l'idée. C'est intéressant, oui, de partir du scientifique parce que le scientifique n'a pas de pensée. Quand il découvre ce que c'est magique à l'intérieur de lui. C'est en même temps une visualisation, c'est une imagination, c'est quelque chose qui est complètement abstrait, c'est une forme de géométrisation, une forme de mathématiques. Et après seulement, on peut arriver à en faire des pensées. Je vous prends cet exemple de ce point de vue-là, mais c'est exactement la même chose du point de vue des lois intérieures, du point de vue de la vie intérieure de l'âme. Quand on saisit les lois de l'âme, ça se passe de la même manière. Les idées fondamentales du point de vue de l'âme, comme la loi d'amour, si on devait vraiment la comprendre, si on devait remonter à l'idée de la loi d'amour, c'est pas une pensée, c'est un phénomène vibratoire, c'est une figure géométrique, peut-être des formules mathématiques, et enfin quelque chose qui pourrait être compris comme ce que nous on va appeler la loi d'amour, c'est-à-dire la loi de l'unité de tout. Mais on sent bien qu'au fur et à mesure que ça descend, on est obligé de créer des habillages avec des mots qui sont plus ou moins imparfaits et qu'à la fin, ça donne une pensée, mais qui est extraordinairement sympathique pour nous, compréhensible pour nous tous, transmissible, mais qui n'a plus grand-chose à voir avec l'idée parce qu'on y a mis tellement de nous, on y a mis tellement de choses pour pouvoir justement la comprendre et la dire, qu'on n'est plus réellement dans l'idée. Mais du coup, la pensée, je la trouve tellement extraordinaire, elle est tellement fabuleuse cette pensée, que je la rends la plupart du temps imperméable aux idées nouvelles. Et on voit comment le monde de la pensée souvent nous isole, nous imperméabilise de nouvelles idées. Et comment il faut réussir à sortir du monde de sa pensée pour pouvoir régulièrement remettre en question et rechercher de nouvelles idées inspirantes. En ce qui nous concerne, c'est important, vous voyez, d'arriver à comprendre que nous avons donc régulièrement à remettre en question nos pensées parce qu'elles nous imperméabilisent souvent par rapport à de nouvelles idées qui pourraient venir. Et puis enfin, dans ce sujet un petit peu difficile sur le monde de la pensée, un troisième élément qui est donné pour tous les gens qui méditent ou tous les gens qui font une recherche un petit peu de vérité, ne vous isolez pas de la pensée du monde. Il est recommandé de beaucoup lire les journaux, de regarder Internet, de regarder toutes sortes de reportages, de regarder toutes sortes de formes. Qu'est-ce qui se passe dans la pensée mondiale? Se tenir régulièrement au courant et non pas rester sur sa tour d'ivoire. Moi qui ai la vérité et qui connais tellement tout ce monde-là, ce qui pense ne m'intéresse plus du tout, c'est tellement n'importe quoi. Les partis politiques, puis, ils n'ont aucune vision. Puis tous ces gens-là, ces écologistes, les Verts, ils n'ont même pas l'idée des lois fondamentales de l'univers telles que je peux les avoir. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Vous voyez le casque là? Il est beau. Hein, un beau casque avec des grosses lunettes bien vertes. Vertes, mais quand même. Bon, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ça et se rendre toujours perméable à tout ce qui peut venir. Ça, c'est véritablement important. Quant aux idées par rapport au monde, quant aux idées justement par rapport à, je vais parler de l'économie, là aussi, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, il est vraiment indispensable d'arriver à penser en termes de globalité. On a vu ça le mois dernier, où je vous demandais, par rapport à l'énergie poisson, d'affirmer véritablement ce qui vous semblait important, une qualité fondamentale. Là, on pourrait dire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on l'a vu il y a 6 mois, donc je ne vais pas vous redire ça. On a vu il y a 6 mois comment créer, comment à partir d'une forme pensée, il est important de parrainer une idée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Comment parrainer une idée globale pour faire avancer la planète? En faisant bien attention à 3 choses. D'abord, ne jamais penser une qualité fondamentale en réaction aux autres. Pensez en termes de valeurs, des valeurs d'ensemble qui vous paraissent le plus juste possible et qui vous paraissent tout à fait important de parrainer. Et plus on est nombreux à parrainer une idée fondamentale, plus elle se manifestera. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. 2, ne pensez jamais en termes techniques. Ne dites jamais, ah ouais, puis telle nouvelle économie, il faudrait, il faudrait transformer ça. Non, non.
Pensez les valeurs fondamentales de la nouvelle économie, mais ne pensez pas sur les manières de la façon dont ça devrait se passer. Ça vous coupe complètement des autres méthodes. C'est pas bon. Et puis ne cherchez jamais à qui la faute. N'accusez personne. C'est aussi vraiment tout à fait fondamental. Et au passage, n'oubliez pas de soutenir absolument tous les leaders politiques élus, quels qu'ils soient. Même Poutine, même Poutine. Pas les dictateurs, forcément, mais tous ceux qui ont été élus par leur peuple à un moment donné, oui, on doit les soutenir. Mais attends, je vais quand même pas soutenir tel président en France, passé ou présent. Pas du tout. Mais bien sûr que si. Quand je dis qu'il faut soutenir tous les hommes politiques élus, je ne parle pas de voter pour eux, mais en penser. Qu'est-ce qu'on veut quand il y a un président, quel qu'il soit, dans un pays? Tant que faire se peut qu'il réussisse, qu'il fasse avancer les choses. Or, que voyons-nous? C'est que chaque fois qu'il y a un président élu, il y a 50% de gens qui font des formes pensées pourvu qu'ils perdent, pourvu qu'ils se plantent, pourvu... Ouh, le vilain, démission, démission, démission. Et on se dit, oh, ça n'a pas marché. Un autre. Un autre d'un autre camp. Et là, c'est les autres 50%. Ouh, pourvu qu'ils perdent, pourvu qu'ils perdent, pourvu qu'ils perdent. Ouh, ça n'a pas marché. Non mais c'est quoi ce jeu? Nos pensées ont un effet extraordinaire. Si nous voulons véritablement faire avancer les choses, nous devons soutenir par la pensée toutes les personnes qui momentanément ont le pouvoir. Parce que même si ce n'est pas la méthode par laquelle on souhaiterait, même si ce n'est pas ça, encourageons-les par des valeurs qui soient de plus en plus eux-mêmes influencés, qui soient inspirés, de manière à pouvoir faire avancer les choses. Et quels qu'ils soient. Parce que c'est un peuple qui l'a choisi à un moment donné, et que ça a un sens. Et c'est là où on s'aperçoit à quel point on peut être destructeur, tout simplement parce qu'on pense contre le candidat qu'on n'a pas élu. Et que presque secrètement, on souhaiterait qu'il échoue. C'est ahurissant quand on y pense. Voilà, c'est là où on peut voir comment on peut faire avancer véritablement, vous voyez, la pensée globale, la pensée d'ensemble. Oui, ce qui nous arrive un petit peu dans toutes ces expériences, et ce qu'on retrouve justement dans ce travail d'Hercule, quand Hercule doit apprendre la leçon, c'est qu'il doit s'apercevoir que tout ce processus dans lequel il s'est enfoncé comme ça à toute vitesse, c'est dû à une raison majeure, une raison importante, et qui est reliée au signe du bélier. Le signe dans lequel nous entrons est en rapport avec ce travail d'Hercule. Si vous regardez les 3 derniers travaux d'Hercule que nous avons déjà vus, vous remarquez comment Hercule a une vision extraordinaire. Quand il descend aux enfers, il sait tout de suite ce qu'il faut faire pour délivrer Prométhée. Saisir Cerbère à la gorge centrale. Quand il arrive aux écuries d'Augias, il sait immédiatement ce qu'il faut faire. Faire intervenir les rivières, pas faire le travail lui-même. Quand il va délivrer les bœufs de Gérion, il sait exactement comment s'y prendre et comment mener les bœufs à bon port. Immédiatement, il sait, parce qu'il a la vision globale. Donc à partir du 10e travail, on verra même un petit peu avant, il développe la vision. Qu'est-ce qu'il a dans le premier travail? Aucune vision. Vision zéro. On lui dit, Hercule, il faut aller prendre le troupeau de chevaux. Il y va, comme un bélier. Vous savez comment le bélier il fonce? Le bélier baisse la tête, il se met en route. Et qu'est-ce qu'il voit? Juste l'herbe. Comment est-ce qu'il sait qu'il est arrivé quand ça cogne? C'est exactement Hercule. Et il se plante. Il faut donc se rendre compte que chaque fois que nous avons une vision parcellaire, chaque fois que nous avons une vision personnelle, chaque fois qu'en fait nous avons un manque total de vision, on est forcément dans l'erreur la plus complète. Et voilà pourquoi du coup, nous faisons des généralisations, on fait des petites lois, on invente un monde qui, comme on l'a vu, nous obsède. Et ce monde que nous inventons, c'est tout simplement parce qu'il y a un manque de vision complète. La véritable clé de l'histoire, c'est de dire, pendant cette énergie du bélier, développons la vision claire. C'est vraiment la grande leçon de l'énergie bélier. L'humanité en général est assez peu, vous voyez, friande d'un plan global. On voit qu'il y a tellement, on voit bien en ce moment, il y a tellement de récriminations et de réclamations individuelles. Et moi je veux ceci, et moi je veux cela, etc. Tout le monde réclame quelque chose. Personne ne réclame quelque chose pour la globalité en disant arrêtons un petit peu avec les avantages personnels. Soyons dans la globalité. Oui, c'est dans ce même état d'esprit qu'on pourrait dire, si on veut vraiment aider l'ensemble,
soutenons tous les hommes politiques et tous les gouvernements que nous avons. Ne nous permettons pas de critiquer les gouvernements à partir du moment où ils sont élus. Je ne parle pas des dictateurs. Attention, je ne suis pas en train de vous dire votez pour n'importe quel gouvernement ou soutenez-les ou alors dans leur meeting. Non, non. Je suis toujours dans le monde de la pensée fondamentale. Qu'est-ce que nous souhaitons fondamentalement pour l'avancement du monde? Que les gens qui sont au pouvoir à un moment donné pendant un certain nombre d'années puissent réellement être le mieux inspirés possible par des égrégores de formes pensées positives que nous nourrissons et faire en sorte que ces gens-là fassent avancer la société du mieux qu'ils peuvent. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Et c'est un phénomène récent parce qu'avant, nous n'avions pas un mental aussi développé que ça. Eh bien, les élections se touchent presque à 50-50. Si bien qu'à un moment donné, un camp est élu. Et que font les 50 autres pourcents de personnes? Des milliers et des milliers de formes pensées quotidiennes. Ouh, les salauds, les vilains, ça pipi, pourvu qu'ils se plantent, pourvu que ça ne marche pas, pourvu que c'est tellement mauvais ce qu'ils font qu'on prenne leur place dans 5 ans. Vous imaginez un peu un instant le pouvoir de ces formes pensées de millions de personnes sur un gouvernement. Au lieu de dire, bon, bah, c'est pas ce que je voulais, on va vraiment les soutenir par l'intérieur, envoyer, parrainer des idées d'illumination, des idées d'amour, des idées de partage, de manière à ce qu'ils puissent les capter et que, bah, à leur manière peut-être, mais ça fasse changer les choses. Du coup, à quoi on assiste? Au bout de 5 ans, on l'avait bien dit, ils se sont complètement plantés. Voyons les autres. On élit les autres, et les 50%, ouh, les salauds, ils ont gagné, les vilains, pourvu qu'ils se plantent et qu'on prenne leur place dans 5 ans. C'est lamentable. C'est lamentable. Là, on est vraiment dans des chevaux d'une destruction rare et qui va s'accentuer. Après, on se dit, mais on ne croit plus à la politique où tous les hommes politiques, quels qu'ils soient de droite ou de gauche, ils échouent tous. Ah, on se demande bien à qui la faute. C'est ahurissant qu'on n'y pense pas. Est-ce que vous vous rendez compte que ça donnerait si tout un pays se disait, bon, bah, vous avez gagné, eh bien, écoutez, on vous soutient tous. Faites le mieux possible, à votre manière. Et puis ça ne va pas, bah, on changera, mais on vous soutient. Et on essaye tous, pas de les soutenir, encore une fois, donc, si ça ne nous plaît pas, dans leur manière, mais soutenir par le parrainage d'idées. On ne peut faire avancer l'humanité, on avait vu ça il y a 6 mois, donc je ne vous refais pas la conférence, il y a 6 mois en balance, on avait vu comment parrainer une idée abstraite de manière à ce qu'elle soit captée par tous. Ben, c'est ça qu'on a à faire. C'est là qu'on peut faire avancer les choses. Au lieu de passer notre temps et toute notre énergie à détruire systématiquement toute action, à chacun son tour, qui fait que le pays n'avance pas du tout. Voilà pourquoi, vous voyez, c'est étonnamment, et on va le voir de plus en plus on va avancer, le pouvoir mental est quelque chose qui nous appartient et qu'on manipule souvent sans s'en rendre compte, sans le savoir, qu'on fait des dégâts et qui, avant d'aller plus loin, ça serait intéressant de percevoir ces lois-là pour pouvoir justement apporter quelque chose et non pas détruire. Et ben, je vous propose de méditer là-dessus. Nous commençons toujours par nous centrer au niveau frontal. C'est là que nous pouvons nous concentrer, que nous sommes la personnalité. C'est en nous centrant à ce niveau-là que nous pouvons nous rendre compte combien chaque jour on pourrait très bien surveiller notre type de pensée, notre type d'obsession, ce que nous créons en permanence. C'est à partir de là que nous pouvons faire le premier travail d'élagage.
Puis nous cherchons à remonter au-dessus de la tête vers l'âme que nous sommes, c'est-à-dire vers la conscience d'ensemble. Et nous pouvons nous aider en imaginant que nous sortons un périscope qui traverse la couche de pollution de toutes nos obsessions jusqu'à déboucher en plein soleil. Et là, nous sommes complètement dans la vie. Une vie d'infinité et d'éternité. Une vie qui comprend tout au-delà de toutes les limitations. C'est comme si on prenait un bain de jouvence, un bain de lumière. Nous sommes tout à la fois. Et en s'entraînant à laisser notre mental silencieux à l'écoute de ce bain de vie, que progressivement nous pouvons venir à bout du nuage que nous avons accumulé. C'est comme ça que nous changeons complètement d'attitude au quotidien. Si en permanence nous pouvions avoir le périscope branché sur le plein soleil, ça changerait vraiment notre existence.
On peut même imaginer que ce soleil est tellement fort qu'il dissout la brume qui nous entoure, la brume de nos habitudes de pensée, de nos habitudes réactionnelles, de toutes les obsessions que nous avons vues. Comme si enfin ce soleil nous rendait libres. En insistant sur l'expire, nous faisons passer toute cette lumière à travers tout notre être, mental, sensible, éthérique, physique. Tout est partagé au sein du groupe, et le groupe que nous sommes rediffuse partout. Puis nous prenons quelques instants pour intégrer, chercher à percevoir ce que vous retenez de tout cela. Qu'est-ce qui vous paraît important, notable,